fait toujours plaisir de vous retrouver le dimanche matin entre 7h et 8h. Vous savez aussi que Thé au Café est diffusé et avec un numéro totalement inédit le samedi aussi à 10h. Voilà, ce sont deux horaires effectivement un petit peu différents, avec parfois un public aussi différent et surtout des invités extrêmement éclectiques. Je vous présenterai notre invité et eux dans un instant. Auparavant, un petit retour en arrière, vous savez, on aime bien le dimanche. Retrouver nos invités du week-end passé, c'était Julie Delpy, la comédienne et réalisatrice, et ensuite la famille Chédid. Julie Delpy est avec nous ce matin. À 14 ans, vous commencez donc votre carrière. C'est très précoce. Vous avez l'impression en fait d'avoir un peu raté aussi votre jeunesse, votre adolescence? J'étais pas très fan de tout ce qui était trop bébé. Je voulais être indépendante, travailler, être mon propre chef, avoir une indépendance. J'étais pas du tout girly, non. Si on parle du film, on dit que c'est quoi? C'est une satire, on va dire. C'est quand même une satire sur l'enfant roi. Oui, oui, oui. Bah, évidemment, c'est un film un peu exagéré. Je sais pas s'il y a des enfants comme ça. Enfin, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont dans des... Il y a une petite part autobiographique avec votre propre fils? Non, pas du tout. Pas du tout. Mon fils a 6 ans et demi, il est adorable, etc. Mais par contre... Comment l'appelez-vous? Mon petit empereur. Non, j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté. Oh, ce qu'il est mignon. Là, il était tout petit, là, il avait 3 ans. Il faut les adorer, les encenser, mais il y a un moment où il faut aussi leur dire que voilà, il y a une réalité. Danny Boone, c'est facile de diriger un acteur qui lui-même est réalisateur? Écoutez, il a été exemplaire, je dirais. Il a été comme je les aime, docile, à souhait. Non. Mais non, non. Il a été adorable, très respectueux de mon travail. En même temps, je sais exactement ce que je veux, donc je pense que c'est assez rassurant pour un acteur. C'est toujours ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'avais jamais l'impression que t'étais perdu, du coup, t'es obligé de suivre. Voici le synopsis. Vous êtes chez vous, dans votre appartement. Il y a la lumière qui va chuter. À vous de jouer, vous avez quelques minutes pour nous raconter une histoire. D'abord, j'hurle. Première chose. Parce que j'ai peur d'être dans le noir. C'était pour tester votre imaginaire. Non, c'est à chier, mon imaginaire. Non, non, mais vous pouvez pas me mettre sous pression comme ça. Moi, il faut que je sois assise chez moi. Parce qu'en fin de compte, j'ai de l'imagination, mais je passe des mois à travailler sur un scénario. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Oui, plein de fois. Pour quelques secondes, et après, je me dis non, ça va, je vais aller manger un couscous, tout ira bien. Un tue l'amour, je lis rédhibitoire. Une demi-molle. Malheureusement, ça existe. C'est un drame de l'humanité qui arrive tous les jours. Et c'est avec un grand plaisir que nous recevons Louis, que nous recevons Mathieu, Joseph et Anna. On dit toujours les artistes, ils ont une grande part d'enfance. Parmi vous quatre, quel est le plus enfantin? C'est ce qu'ils disent, mais... Mais pourquoi dites-vous ça? Ça nous rassure peut-être de penser sûrement, sûrement. Vous avez joué un rôle protecteur, vous, de grand frère. ça. Oui, c'est vrai que j'étais très présent dans l'enfance de Jojo et Anna. Je les ai même peut-être un peu gourouifiés sans le vouloir, parce qu'ils venaient à tous mes concerts, ils ont joué dans mes clips. On a évolué ensemble, en tout cas. Vous vous cachez, là, tous les deux, sous vos pseudos, Selim, Nash. Avec Nash, justement, je peux me permettre d'aller encore plus loin qu'Anna Chédid et je peux pousser le visuel, je peux pousser plein de trucs. Et donc, Nash était plus pour ça que pour me cacher de mon nom, que j'assume totalement. Chédid est déjà tellement imprégné de choses. C'est juste une manière de se créer son monde et de pouvoir avoir ça avec nous, mais sans que ce soit forcément induit à chaque fois dans tout ce qu'on fait. Mojo, vision Vous en avez combien de guitares? Les uns, les autres? Moi, je suis un rigolo par rapport à Mathieu, mais je dois en avoir une vingtaine, je pense. C'est le Mojo. Et donc, Et lui, Mathieu, il en on a a 50, combien? je sais pas. Je sais plus, ouais. Enfin, c'est vrai que c'est un peu une maladie, mais c'est... Après, ça devient aussi une... C'est un peu... Mais vous vous en servez des 50? C'est vrai que j'ai semé beaucoup de guitares sur mon chemin. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. De quel luxe vous ne pourriez pas vous passer? Du luxe de vivre comme je vis depuis toujours, c'est-à-dire du luxe de la liberté. Vous êtes élu président de la République. Quelle est votre première mesure? Peut-être qu'on se mette tous pieds nus et qu'on se connecte à la terre un peu, parce qu'on est dans un monde un peu hors sol.
Connecté à la Terre, merci Mathieu Chédid. Alors, qui est avec nous, c'est Irène Frein. C'est une femme de lettres, elle est écrivaine, elle est journaliste. Nous la rencontrons pour un livre, Marie Curie prend un amant. Bonjour. Bonjour Catherine. Irène, comment allez-vous? Je vais bien. Bon, on va passer 1 heure ensemble. Il y a aussi Marthe Villalonga qui viendra nous rejoindre, la comédienne. Elle viendra nous parler d'un film qui va être un film événement à partir de la semaine prochaine, mercredi. Ça s'appelle La dernière leçon et sur la fin de vie. Je sais que ça, c'est vraiment un sujet aussi qui vous intéresse. Qui a choisi votre prénom? Ma mère. Et pourtant? Oui, par provocation. En fait, mon père avait aimé 2 femmes qui s'appelaient Irène. Je crois qu'il avait commis la maladresse de le lui dire. Et peu avant ma naissance, la deuxième de ces Irène l'avait relancée. Et alors ma mère avait piqué une colère phénoménale, bretonne, furieuse, noire, rouge, tout ce que vous voulez. Et en fait, je n'étais pas attendue comme enfant. Et puis elle espérait un garçon. Et donc, à la maternité, elle avait prévu que des noms de garçons. Et puis elle n'était pas contente, quoi. Et mon père lui a proposé des noms et elle a dit ce sera Irène. L'air de dire, ben, voilà, je vais t'embêter longtemps avec ça. Mariage arrangé entre vos parents? Mon père relevait de cette passion déçue avec Irène II. Et dans le fond, oui, il l'a trouvé gentil. Puis ma grand-mère, une de ces bretonnes à coiffe, elle voulait casser sa fille qui avait 16 ans et demi rapidement. Et puis avant que mon père, qui était très bel homme, s'approche un peu trop d'elle. Donc le mariage a été conclu assez à temps pour qu'il n'arrive pas d'histoire qui aurait donné la honte sur la famille. Ils sont devenus amoureux par la suite, l'un de l'autre? Oui, pendant la guerre, à distance, quand mon père était prisonnier. Et vous savez, c'est un peu comme la cristallisation stendhalienne. Et mon père, à ce moment-là, oui, je l'ai vu dans les courriers quand j'ai écrit Sortie de rien, l'idéalise, etc. Et ma mère, elle est la petite jeune femme de 7 ans plus jeune, qui en plus a eu un bébé pendant la guerre, en son absence, et de lui, évidemment. Elle a été enceinte de 4 mois quand il est parti, et oui, elle l'adore. Vous avez été élevée, Irène, plutôt dans un milieu assez modeste. Est-ce que vous en avez souffert? J'ai senti que mes parents avaient été des humiliés. Des pauvres, vraiment très démunis, surtout mon père. Vous avez ressenti un complexe même de classe? Moi, non, pas jusqu'à 6 ans, parce que cet univers-là était un univers assez clos. On était bien, on avait tout ce qu'il fallait. Mais après, quand j'ai découvert d'autres milieux, oui, et la rudesse avec laquelle on traitait les gens qui vivaient dans des toutes petites maisons comme nous. Alors ma mère faisait quelque chose de très bien, c'est qu'elle était couturière. Donc en fait, elle nous cousait des vêtements assez extraordinaires parce qu'elle avait vraiment beaucoup de talent. Et elle disait, je veux que vous soyez habillés comme les autres. Et donc, avec ces vêtements, on ne voyait pas la différence sociale. Petite fille, vous aviez une drôle de coupe de cheveux? Oui, mais la coupe au carré. Ma mère, c'est pour une photo d'identité. On avait fait ça, on m'avait transformé en petit chinois. Ma mère m'appelait la chinoise. C'était une autre façon de dire que je n'étais pas comme les autres. Une fratrie de 5 enfants, ça veut dire que votre mère n'a pas eu trop le temps de vous câliner, j'imagine? Non, pas du tout. Non, pas franchement. Et j'étais très demandeuse d'affection. Et c'est vrai que je sentais ce rejet, mais j'ai fini par comprendre, notamment avec les courriers qu'elle a écrits pendant la guerre, que j'ai retrouvés pour écrire Sortie de rien, qu'elle avait vraiment été menée de façon très rude par sa propre mère. Donc quand on a été rudoyé par sa propre mère, qu'on a un enfant qu'on ne souhaite pas, on le laisse un peu de côté. Donc j'ai fait toutes sortes de maladies psychosomatiques jusqu'à me paralyser. Ce genre de choses. J'ai raconté ça dans la Maison de la Source, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis inventé mon monde à moi. Je suis très tôt, vers 10 ans, montée au grenier. Il y avait tous les petits échos de la mode de ma mère. Je découpais des figurines, je m'inventais des histoires et je rêvais de partir.
Et je rêvais, à partir de contes et légendes de Chine, contes et légendes de l'Inde, comme en plus l'Orient, c'était le port de la Compagnie des Indes. Je rêvais beaucoup de ça, parce que sinon, l'Orient, c'était des ruines, les blocos. Les stigmates de la guerre, quoi. Les stigmates de la guerre, les gens qui disaient toujours avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre. Et je me suis inventé mon monde à moi. Et j'avais écrit un poème là-dessus. Je suis la petite ravaudeuse de temps, celle qui fait des histoires avec des bouts de ficelle, avec des riens. Je marche sur l'oubli sous les ardoises du toit. J'avais écrit ça. Et dans le fond, peut-être que je continue. Et j'avais beaucoup de fantaisie, alors j'inventais des choses extravagantes. Fantaisie, ça, on le sait, et notamment Julie de Mareuil, votre portrait. J'ai un ami qui m'a dit « Heureusement que vous avez un grain de folie, ça fait passer le reste. » Irène Frein, un grain de folie? Cette agrégée de lettres classiques, historienne, professeure pendant 15 ans, serait donc... Un peu cinglée par moments, fantaisiste, rêveuse. À première vue, on a du mal à le croire, et puis on découvre les archives. Irène Frein qui joue les Isabelle Adjani au fond de la piscine, les Castafiore... Je suis la gazelle de la Médina. Et même les nymphomanes, le rire comme arme de séduction et Lucchini en admiration. On connaît votre renommée, qui est quand même une renommée dionysienne, où beaucoup de choses se sont dites. Hein? Elles se sont peut-être faites. Et oui, car Irène Frein est une femme de plaisir. Oui, au pluriel. Tous les plaisirs. Qui aurait même une double vie. D'un côté liée à la femme jeune mariée, en apparence lisse et rangée, de l'autre la romancière, aventurière un peu dingue, qui vit à travers ses héros. Par moments, j'ai du mal à raccorder les deux. Et pour cause, en éternelle baroudeuse, elle enquête, part sur le terrain, Inde, Égypte, Tibet, et écrit des histoires du bout du monde. Son premier roman, Le Nabab, l'aventure d'un mousse breton devenu chef de guerre en Inde, s'est vendu à 1,6 million d'exemplaires. Essais, contes, biographies, romans, livres pour enfants, articles de presse, elle touche à tous les genres, tout en cultivant sans cesse ses racines bretonnes. Oui, moi je suis une bretonne voyageuse. J'adore partir, faire mes valises. Alors, lorsqu'on lui demande si elle ambitionne de siéger sous la coupole, sa réponse est comme elle, déconcertante. Moi j'ai un but pour l'académie, c'est exact, mais c'est de la transformer en boîte de nuit. Avec comme DJ, je vous le donne en 1000. J'endormis sans réparation. Ah oui, très bien. Aristote disait « Il n'y a pas de génie sans un grain de folie ». Irène Frein l'a bien compris, c'est même son leitmotiv dans la vie. Ah, ça rajeunirait l'Institut, l'Académie française. Ça, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Signe Gémeaux, 22 mai, non? Oui. 22 mai. Alors, vous êtes plutôt dingue ou, comme l'a supposé Julie, ou en fait assez sage? Oui, en fait... Qu'est-ce qui l'emporte? Finalement, je suis assez sage. Mais j'aime mettre le petit grain de fantaisie. Vous savez, une chanson des années 50, mon petit grain de folie, mon petit grain de fantaisie. Et vous savez, la fantaisie, c'est de la rigueur. Et la rigueur, c'est de la fantaisie aussi. Regardez, Lewis Carroll était aussi un grand mathématicien, en même temps que l'inventeur de ce texte fabuleux qui est Alice au Pays des Merveilles. La fantaisie, on en aura tout à l'heure, parce qu'il y a Emmanuel Donzella aussi qui viendra en fin d'émission nous rejoindre. Il a concocté quelque chose pour vous. Attendez-vous au pire. Quel est le moment, en fait, Irène, comme ça, de votre carrière, qui a été peut-être le plus marquant? Chaque livre est marquant. Je pense que des moments quand j'écris, par exemple, Davy, et que ça a pris vraiment beaucoup de temps, cette enquête en Inde, à la recherche de cette femme bandit qui avait tué autant d'hommes ou fait tuer qu'il y avait eu 2 jours de viol. Et la rencontre avec cette femme qui était une femme des campagnes, une femme d'un milieu très simple, et qui avait connu l'humiliation suprême. Et qui était une justicière. Qui était une justicière. Moi, j'ai un rapport, et là, je ne suis pas dans la fantaisie, c'est ce qu'il y a certainement de plus grave en moi, parce que je pense que cette fantaisie cache de la gravité, un rapport très fort avec le sentiment d'injustice. Quand j'étais professeure, j'ai fait très attention à être équitable avec mes élèves et de jamais les humilier. Parce qu'au lycée, on nous humiliait beaucoup. L'éducation fonctionnait par l'humiliation. Vous parlez effectivement d'humiliation, d'où vous pensez évidemment à tous ceux qui sont les plus modestes, vous le disiez. Et puis la condition aussi des femmes vous importe beaucoup. Bien sûr, parce que c'est une immense banalité qu'une femme doit en faire 2 ou 3 fois plus pour obtenir la même reconnaissance qu'un homme. Vous l'avez ressenti en tant que romancière ?
Oui, souvent on dit c'est un joli roman, alors que pour un homme, on dirait que c'est beau, par exemple. Et c'est inconscient, c'est extraordinairement inconscient. Je pense qu'il y a une répartition des rôles et une force des stéréotypes qui est massive. Moi, j'ai choisi le travail. Je suis en fait sous ces airs un peu foldingues. Ma foldinguerie, c'est une réponse aux heures de travail. Et voilà, Même au labeur. Oui, il y a quelque chose dans le travail de l'écriture qui est un travail, je dirais, ouvrier, au sens médiéval du terme. Et d'ailleurs, ne dit-on pas une œuvre, c'est la même racine. Je suis une ouvrière. Mon père était paysan qui était devenu ouvrier avant de devenir professeur dans l'éducation des adultes, mais il avait ce côté ouvrier, c'est-à-dire le respect de la belle ouvrage, qui est la même racine, ouvrage, hein, c'est tout proche, tout ça, et qu'on n'obtient que par la patience et le respect. Et pour moi, la matière que je travaille, ce sont les mots, et j'ai un respect de la matière, alors quelquefois je refais beaucoup, je jette, etc. Mais j'aime à le dissimuler, c'est pour ça que je suis par moments pétulante. Deuxième aspect de votre personne, vous êtes aussi journaliste. Qu'est-ce que vous trouvez de plus ou de moins que l'écrivaine dans le journalisme? Écoutez, l'enquête est capitale aussi bien pour les historiens, puisque en fait, histoire veut dire étymologiquement enquête, historia, et ça veut dire également, les romanciers sont souvent des enquêteurs, les plus grands, notamment dans le roman américain, ils sont tous allés sur le terrain. Hemingway, par exemple, ou Nelson Algren, l'amant de Simone de Beauvoir, c'est quand on est confronté à la vie, etc. Et le journaliste, c'est la même chose, d'une certaine façon, simplement, on n'a pas trop le temps d'écrire l'article, il y a un sprint, mais ce sprint doit être encore plus écrit dans le respect des mots parce qu'on s'adresse à un très large public. Et le large public demande beaucoup de respect. Et si vous voulez, dans tous les cas, il y a comprendre l'humain. Et un journaliste va, comme le romancier, là où il n'a rien à faire, parce qu'il a tout à faire. Et pour moi, le journalisme, c'est capital. Moi, j'ai beaucoup appris dans le journalisme, notamment à être confrontée à des situations très inattendues, extravagantes, et à la diversité humaine. Et c'est une très grande chose que le journalisme. Vous écrivez pour Match. Alors, on est allé voir quelqu'un qui vous connaît bien, qui est Catherine Schwab, qui est rédactrice en chef de Paris Match. Et elle témoigne sur votre travail. Qui est Irène Frein? Je connais Irène Frein depuis au moins 20 ans. Elle a toujours fait partie des signatures prestigieuses de Paris Match et elle est extrêmement multicarte. Elle sait écrire sur tout, que ce soit Marion Cotillard ou la Royal Family of London. À chaque fois, elle réussit à s'emparer d'un sujet, y mettre son regard, trouver sa plume, ses formules et faire une enquête vraiment. Elle est journaliste, elle mouille sa chemise, elle pose des questions aux uns aux autres, elle se nourrit, elle intègre, elle digère. Elle est vraiment le contraire d'une paresseuse ou d'une romancière qui projette son imaginaire sur un événement en n'étant pas trop sûre des faits, des histoires. Non, non, elle est très exacte et elle donne vraiment des infos. Irène Frein, contrairement à d'autres écrivains prestigieux qui collaborent à Match, ne dit jamais non. C'est vraiment un bon petit soldat. On n'a jamais de sueur froide avec elle. Elle livre les choses et on peut compter sur elle. Des sujets impossibles sur lesquels on a l'impression qu'on a déjà tout dit, on les donne à Irène parce qu'on sait qu'elle va nous donner un autre éclairage. Quand elle va faire Claire Chazal, qu'on traite souvent, qui marche bien en couverture, certains auraient aimé faire Claire Chazal à la place d'Irène. Eh bien, Irène nous amène son regard à elle, quelque chose d'intime, alors que avec Claire Chazal, c'est très difficile de sortir des choses personnelles. Irène nous amène ce regard d'appréhension sensible qui est un plus. Alors, si j'en crois donc Catherine Schwab, elle dit elle mouille sa chemise. Ça veut dire quoi, mouiller sa chemise pour vous? C'est-à-dire que ce que ne sait pas Catherine, c'est que je dis oui, en effet,
mais aussi sec que je suis prise d'un trac abominable. Ah, tout de même. Oui, vous oui, êtes normal. oui, je dors pas. Oui, je suis. Vous appréhendez. Oui, m'est arrivé même de me rendre malade quelquefois d'angoisse. En sachant que vous alliez rencontrer qui, notamment? Oh, Sharon Stone, par exemple, ça m'avait fait très peur. D'abord, oui, j'avais raison, parce que dans sa suite du Ritz, avec les gardes du corps, je lui pose une question sur le Festival de Cannes et une photo que je lui montre qui était juste après son AVC, elle fond en larmes. Alors, vous savez, le maquillage de son qui dégouline, etc. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me faire virer, les gardes du corps vont me prendre comme ça. Et elle se précipite en larmes de sa salle de bain, elle s'enferme pendant 10 minutes, elle réapparaît radieuse et me dit, vous m'avez posé la bonne question. Au contraire, donc Oui. vous étiez récompensée. Oui, mais j'ai passé 10 minutes à me dire oh là là, c'est la catastrophe, etc. Moi, j'y vais à chaque fois en me disant c'est la dernière fois et après ils vont me jeter. Mais vous êtes impressionnée, Irène, par certains ou certaines? En la vérité, pas par les humains. Je me dis, je suis dans le train, on est bouclés dans le train ensemble et on discute. Oui, j'ai un sentiment curieusement d'égalité. C'est plutôt l'écriture du papier, moi, qui me donne Des sueurs froides. Oui, mais plus que des sueurs froides. Oui, des nuits blanches. Et après, ça passe. Je crois que je suis un peu maso dans le fond, mais j'aime bien l'odeur de la poudre. Et c'est vrai qu'à match, quelquefois, c'est l'odeur de la poudre, mais je ne parle jamais de mes états d'âme. Et c'est vrai que par moments, elles doivent se dire aussi, Irène, elle a son petit grain de pou, pou, pou. Alors, on vous connaît effectivement en tant qu'écrivaine, on vous connaît peu dans votre intimité parce que vous faites parfois écran et barrage. Mais pour nous, vous nous avez accepté pendant une journée auprès de vous. On était allés sur un marché à Vendôme. Et puis ensuite, on est rentré dans votre maison en compagnie de votre époux, Juline Mareuil et Pierre Coussier. Ici, nous sommes au marché de Vendôme, en Loir-et-Cher. Je vous présente François, mon mari, qui est un grand gourmand. C'est un lieu extraordinaire de convivialité. On est avec les autres dans un milieu humain pour acheter. Moi, j'ai été élevée par un père qui était très proche de la terre et c'est aussi ça que je retrouve. Je crois que je suis une épicurienne. J'aime la joie. Et la joie de vivre, elle est dans la nourriture en partie. Mais ça peut être aussi de champagne. J'adore le champagne. Alors, il me suffit d'une flûte et demie et je suis partie. Qui paye dans le couple? Ah, c'est lui. Je déteste manipuler l'argent. En fait, on a toujours fait caisse commune, on se connaît depuis très longtemps. J'avais 17 ans, il avait 19 ans, oui, c'est un long parcours. Et qui est à l'un a toujours été à l'autre. Oh, il a encore des sous en poche, tout va bien. Ici, c'est la pièce la plus importante de la maison. La cuisine, c'est là que se disent les vérités les plus fortes. Quand les colères éclatent, c'est ici. Quand les moments de joie sont célébrés, c'est souvent ici, avant de servir le repas. Un jour, j'étais tellement en colère de quelque chose, c'était pas contre mon mari. J'ai pris la table et je l'ai renversée. Qu'est-ce qui vous met en colère? La mauvaise foi, l'hypocrisie, la manipulation. Alors, mon trésor, ce sont mes casseroles. Toutes mes casseroles et mes poêles. Ça c'est de la casserole. Ça a vécu. Ah non, regardez ça. C'est de famille, ça. Ça, c'est pour nettoyer les bouteilles. Ça, je l'adore. Cette passoire est un peu rouillée comme ça. Écoutez, les gens prennent du fer en même temps. C'est bon pour la santé. Ça me réjouit. Il y en a d'autres. C'est leur fringue. Moi, c'est mes casseroles. Je travaille face à la mer. Je suis née au bord de la mer, à Lorient. Et la mer me manque. Et j'ai besoin de cette perspective de l'infini pour pouvoir construire ce que j'écris. J'écris souvent très tôt le matin. Il y a une humeur ardente, dans le genre on y va. Et c'est une humeur, oui, de combattante. Et dès que j'ai basculé, le temps s'arrête. Je n'ai pas du tout la peur de la page blanche, j'ai la peur de la page nulle. Donc il m'arrive de jeter des centaines de pages. Ça m'est arrivé une fois 200. Et pour Marie Curie, j'en ai jeté 100 et c'était un peu pénible parce qu'il en est resté 30. Et 30 en 3 mois, c'est catastrophique.
Là, on est en train de se chercher un itinéraire dans une forêt pour s'oxygéner les neurones. On fait ça à chaque fois qu'on vient ici et ça nous fait un bien fou. Moi, ça m'a réparé, surtout quand j'étais très fatiguée. On se met sur Google Earth, on repère une forêt, on cherche les chemins. Moi, j'aimerais bien qu'on aille par là, du côté de ce coin-là. Puis on trouvera peut-être des champignons, des bêtes, des hommes des bois. On va voir. L'aventure à 2 pas de la maison. Ce que j'adore, c'est chausser les bottes, moi, dans cette affaire. Ça me régénère. Mon corps n'est plus le même quand je ressors de ces expéditions en forêt. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Et on va être là, au milieu d'un univers imprévisible, et ça nous change tellement des labyrinthes de la vie contemporaine. On l'a refait. C'est drôle. Quelle est sa place auprès de vous? Vous êtes fusionnels, non, tous les deux? Oui, on s'est connus très jeunes, moi 17, lui 19, et on était, un peu isolés de notre famille. C'était pas très simple pour lui non plus, une famille bourgeoise où l'argent comptait beaucoup, il était très révolté. Et on a été un peu 2 oiseaux perdus, comme ça, nous nous sommes trouvés, et on ne s'est pas quittés. Alors, ça n'a pas été simple, mais voilà, on a fait un beau parcours. Et vous êtes toujours ensemble. Voilà. Ça perdure. Il est plus sérieux que vous? Il est très rigoureux, il est très impitoyable, il est très discret en public, mais à la maison, oui, il sait se faire entendre et il me remet souvent loin de mes peurs et de mes angoisses, etc. Et même de vos folies. Oui, absolument. Oui. Il sait que je suis une anxieuse. Alors, avec plaisir, en tout cas pour mon plaisir, parce que ça a été une vraie découverte de Marie Curie. Marie Curie prend un amant. Alors, il est vrai que c'est un épisode de sa vie sur lequel vous vous arrêtez très longuement et vous expliquez que le 4 novembre 1911, un journal, donc à grand tirage, annonce une nouvelle absolument extravagante: Marie Curie a un amant. Et cela, 5 ans après la mort de son mari, Pierre Curie. Tout d'abord, comment est né cet épisode? Comment vous avez su cela et comment en avez-vous été informé? Un jour, je tombe sur un très petit livre chez un bouquiniste qui a un ex-libris qui figure un diable, une forme de vieillard salace, libidineux, poilu, enfin tout ce qu'on peut détester chez un vieil homme, si vous voulez. Tout nu, hein, vraiment. Et je me dis, c'est quoi? C'est un roman porno 1900. Et je tourne la page et en fait, c'était 2 exemplaires d'une revue à couleur orange d'extrême droite qui était centrée sur la personne de Marie Curie et disant que c'était une empoisonneuse lubrique qui forniquait en gros avec un savant, Paul Langevin, et qui lui-même était un gigolo qui avait abusé Pierre Curie de son vivant pour faire sa carrière. On s'est rendu dans son laboratoire qui fut aussi son lieu donc, de travail pendant près de 20 ans. Et on a rencontré la bonne personne, on a rencontré Renaud Huynh, le directeur de ce laboratoire, de ce musée en définitive, et qui nous raconte à quel point cette femme a été une sorte d'icône. Nous sommes ici à l'Institut du Radium. C'est le 3e et dernier laboratoire que Marie Curie a utilisé et où elle a travaillé pendant les 20 dernières années de sa vie. Alors, je vais vous faire découvrir le joyau de notre musée qui est ce petit bureau qui a été préservé du temps où Marie Curie a travaillé jusqu'en 1934. Alors c'est dans cette pièce que la patronne du laboratoire organisait les recherches sur la radioactivité et le traitement du cancer. On trouve sur ce bureau un certain nombre d'objets, comme sa carte de visite où il est écrit « Madame Pierre Curie, professeure de la faculté des sciences ». On attribue souvent à Marie Curie cette image du féminisme. Finalement, c'est son mari qui l'était beaucoup plus. Pierre Curie a insisté pour qu'elle signe elle-même ses publications et c'est lui-même qui va également insister pour qu'elle se voie attribuer une partie du prix Nobel de physique qu'ils vont partager avec Henri Becquerel pour avoir découvert la radioactivité. Dans le bureau de la patronne, on y trouve beaucoup de souvenirs, mais aussi ces photographies qui sont les photographies qui restent
de ce hangar où Pierre et Marie Curie ont découvert l'existence de 2 nouveaux éléments chimiques radioactifs, le polonium et le radium. Malheureusement, ce lieu a été détruit l'année même où on inaugurait l'Institut du radium en 1914. Alors, le bureau de Marie Curie qu'on vient de quitter communiquait avec ce petit laboratoire personnel où elle pouvait mener ses propres recherches avec un personnel un peu particulier. Il y avait une quarantaine de travailleurs avec plusieurs dizaines de nationalités qui étaient représentées et un tiers de l'effectif était du personnel féminin. Alors cette petite blouse est une de ces dernières blouses de laboratoire et on a pu la présenter au public, notamment parce qu'elle n'est pas radioactive. Alors, la santé de Marie Curie a été bien entendu affaiblie par les recherches qu'elle a menées, à la fois avec la radioactivité mais aussi avec les rayons X qu'elle a manipulés pendant la Première Guerre mondiale. Et elle est décédée à presque 67 ans des conséquences de son travail. Irène Frein est venue quelques fois au musée, mais surtout à fréquenter les archives, puisque nous avons beaucoup de revues de presse, beaucoup de documents, quelques correspondances, la plupart sont à la Bibliothèque nationale, et Irène Frein a fait un vrai travail de recherche pour sa fiction littéraire. On peut contester le titre, qui est un petit peu provocateur, mais on peut aussi féliciter Irène Frein pour le travail d'investigation qu'elle a mené, qui est tout à fait remarquable. Est-ce que vous comprenez ce déni de la part de la famille et qui conteste un peu ce titre un peu provocateur? Ah oui, je peux comprendre, mais je parlais il y a très peu de temps avec Raphaël Baquet du Monde qui m'a dit si c'était arrivé actuellement, on aurait dit Marie Curie prend un amant. C'est-à-dire que, en fait, c'est la réalité des faits. Oui, mais on évoque prend un amant, on pourrait imaginer qu'il y a un adultère. Il y a un adultère du côté de son amant, mais elle, non, puisqu'elle était veuve. Oui, non, mais je n'ai pas pensé une seconde à ça. J'ai pensé que prend un amant, c'est qu'elle avait envie de cet homme avait envie d'elle, elle a pris. Et je crois que c'était une femme très libre. En fait, vous avez voulu mettre en exergue qu'elle était aussi une amoureuse, et pas une seulement amoureuse, et une je scientifique. crois aussi que c'est une provocation que j'ai faite parce que c'est un livre aussi sur la presse, sur la façon dont la presse a traité ça. C'est-à-dire que ce titre dénonce aussi le scandale qui a été fait. Pour moi, ça n'est pas du tout une chose scandaleuse qu'on soit de prendre un amant. Elle voulait refaire sa vie, Paul Langevin voulait refaire sa vie. On les a instrumentalisés parce que... on est au début du XXe siècle, là. Oui, mais derrière pas ça, la il y même. avait un complot politique. C'est-à-dire qu'on était on commençait à préparer la guerre de 14. On sait maintenant que les affiches de mobilisation de la guerre de 14 étaient prêtes. Il ne manquait plus que la date en France. Et les militaires n'avaient jamais supporté que Dreyfus eût été réhabilité. Et autour de Marie Curie, il y avait tout le groupe de scientifiques était dreyfusards. Et il fallait prendre la revanche. Alors on a pris une femme, une veuve, une étrangère. On a dit, pour faire bonne mesure, qu'elle était juive. Les propos antisémites qui ont été dits, je n'ai même pas voulu les reproduire, tellement ils étaient abjectissimes. Et à travers elle, qui était quand même une femme très fatiguée, on a voulu la pousser à bout pour qu'elle craque. Elle n'a pas craqué. Et donc, elle a été grandiose. Et Paul Langevin, contrairement à ce qu'on a dit longtemps, il a été grand lui-même, puisque pour la sortir de ce mauvais pas, elle pouvait risquer le procès, elle était décidée à y aller. Le procès avait pour complicité d'adultère. Elle risquait une amende et la prison, avait été placée le jour où le roi de Suède devait lui remettre le Nobel. C'est ça. Eh bien, pour la Donc on cherchait à casser en fait aussi sa carrière. On voulait la casser, alors que c'était quand même la plus grande scientifique du temps. Eh bien, Paul Langevin a préféré renoncer à la garde de ses enfants pour qu'elle puisse avoir son Nobel. Et je pense qu'il a été assez grand dans cet univers de machisme. Oui, alors pour l'époque, il était très beau. Alors on voit le qu'il contester aujourd'hui. Le contester aujourd'hui. Il avait la petite brosse de Pierre Curie. Il était certainement en mimétisme avec Pierre Curie, mais il y avait un autre élément qui a suscité le coup de foudre de Marie, parce que vous savez que quand on refait sa vie, en fait, il faut souvent que le suivant ait des éléments qui rappellent fortement le premier. Et je crois qu'en fait, Paul a recherché Pierre à travers elle et qu'elle
elle a recherché Pierre à travers lui. Et ils étaient incapables de dissocier le scientifique de l'amour. Et en fait, Marie, c'est une grande romantique, une romantique slave. Alors, le résultat, c'est un résultat un peu triste parce qu'ils ne vivront jamais ensemble, ni l'un ni l'autre. Alors, ils ont partagé 3 ans de liaison secrète. Oui, clandestine. Elle attendait qu'il l'épouse, qu'il divorce et qu'il l'épouse d'abord. Ouais. La femme, évidemment, s'y opposait rigoureusement. Et c'était une femme très, très, très difficile à vivre. Et puis, il ne voulait pas renoncer à ses enfants. Et en fait, ils se sont séparés malgré lui, malgré elle. Et je crois qu'il est très important de pouvoir affirmer qu'elle a revendiqué cette passion. Elle a même écrit un poème où elle se définit comme plusieurs fois veuve. Donc elle est restée veuve du grand Pierre. amour de son mari qu'elle adorait, qu'il adorait, de Pierre, Paul. et également veuve de cette passion de Paul. Mais on peut aimer plusieurs fois dans une vie. À notre époque, on considère qu'on peut être amoureux à tout âge, même à la maison de retraite. Mais à cette époque, c'était très difficile. Et ce qui m'a passionnée, c'est ce côté Roméo et Juliette de deux personnes qui voulaient simplement être heureux et travailler ensemble. Avec des médias qui étaient quand même très, très D'une violents cruauté à l'époque. Mais d'une violence. On s'en plaint aujourd'hui. Et oui, sa maison, je l'ai pu le mettre aussi en évidence grâce à la compta, était quand même à moitié saccagée. Il y a eu un mini-pogrom. Et j'ai laissé les faits parler pour qu'on voit à quel point la fille aînée, qui était juste une jeune adolescente, Irène Joliot-Curie, qui aura ensuite le prix Nobel elle-même avec Frédéric Joliot, elle a dû être traumatisée au dernier degré par cette histoire. Alors, je crois que ce qui est très important... C'est Irène. Elle ressemble un peu à Pierre, d'ailleurs. Elle a le front de sa mère, le front bombé. Et c'est de voir à quel point toute cette famille est restée d'une dignité admirable. Et je crois que dans le texte que j'ai écrit, j'ai voulu respecter cette dignité tout en disant les faits, parce que je pense que 105 ans après, on peut le faire. Et pour Marie Curie, on ne peut dire que respect. Nous lui devons tous la vie. Et c'est une femme qui est... J'ai voulu montrer sa féminité, son humanité, justement confrontée à cette brutalité des médias. Mais je me suis souvent demandé ce qui serait advenu d'elle à l'époque d'Internet. Je crois qu'en 2 heures de temps, elle était carbonisée. Son 2e Nobel, elle ne l'aurait pas eu. Et elle a caressé par moments l'idée du suicide. Et je me suis demandé si cette fois-là, elle ne l'aurait pas fait. Le pied de nez, juste pour conclure, un pied de nez à l'histoire, sa petite-fille va se marier avec le petit-fils de son amant. Oui, alors je trouve que c'est plus qu'un pied de nez. Paul Langevin. Je le ressens comme un happy end. Et c'est extraordinaire. Et le livre dans le livre, j'ai trouvé beaucoup de faits comme ça. Moi, je ne le ressens pas comme comme une fiction romanesque. Il y a très peu d'éléments romanesques. Je préviens toujours le lecteur quand je reconstitue des choses où je donne mon hypothèse. Mais j'ai été stupéfaite de certains points, des codes secrets qui révèlent la réalité de cette femme, qui, encore une fois, est celle d'une grande romantique. Et j'ai vécu avec une femme magnifique. Pendant combien de temps Pendant 16 mois. Et il m'est arrivé une chose étrange. C'est qu'au début de l'écriture, je suis tombée très malade d'une anémie rare et qui m'a épuisée. Et j'ai cru à un moment que je n'arriverais pas à écrire ce livre. Et à la fin du livre, cherchant les poésies de Marie Curie, il y avait à côté le dossier médical. Et Marie Curie avait été atteinte de cette même anémie, qui à son époque était mortelle. On va parler de la fin de vie dans un instant avec une des comédiennes du film de Pascal Pouzadou, La dernière leçon, avec Marthe Villalonga qui va venir nous rejoindre. Vous-même, c'est vraiment un sujet qui vous concerne, qui vous intéresse, puisque vous êtes membre de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. On regarde la bande-annonce et on reçoit Marthe Villalonga. Bon anniversaire, mamie. Il y a maman qui veut faire un discours. Mais chérie, je vous ai toujours dit que quand les forces viendraient à me manquer, je souhaiterais partir
Le moment est arrivé. Tu peux pas nous mettre au pied du mur comme ça, c'est pas possible. Mais à 92 piges, elle est moins coincée que toi. Elle est libre et c'est ça qui vous rend ouf. Maman est en pleine dépression, c'est tout. Je connais très bien ma mère. Elle est juste très déterminée. Vous ne me comprenez pas. Il faut m'aider maintenant. Tout ce que vous allez arriver à faire là, c'est vous tuer vous-même. C'est mon rêve. Ce que tu veux faire, c'est de t'avoir un exemple, une avancée pour la société, hein. Mais que nous, là, hein, on dorme plus la nuit, là, que la famille se soit devenue comme Beyrouth. T'en as rien à foutre, toi, rien. Tu sais ce que j'aime le plus en toi? C'est ta foi. Ta foi en la vie. Tes rêves, tes idées. Tu baisses jamais les bras. M'amuser, tu vas jusqu'au bout. Toujours. On va se donner plus de temps. Je t'en supplie, reste avec nous. Ne t'en vas pas. Marthe Villalonga, bonjour. Bonjour. Madeleine, 92 ans, qui décide donc de fixer son départ, la date de son départ. Ça va être un choc évidemment, dans la famille, une sorte de séisme. Et puis, il va y avoir même des contestations, il va y avoir des discordes, notamment le fils qui ne va vraiment pas comprendre. En revanche, la fille va tendre peu à peu à comprendre sa maman. Il va y avoir une véritable complicité entre elles deux. C'est d'après le roman de Noël Châtelet, qui est la fille de Madame Jospin. Oui. Hein. Et il est vrai que c'est une histoire donc qu'elle a vécue vraiment dans sa chair et dans ses tripes, si je puis dire. Quand la réalisatrice, donc Pascal Pouzadou, vous l'a proposé, est-ce que vous avez immédiatement dit oui? Vous avez beaucoup réfléchi sur le sujet lui-même? Non, j'ai dit oui tout de suite. Sachant que ça vous engageait même presque en tant que citoyenne. Oui, parce que quand on s'est rencontrés avec Pascal, on ne se connaissait pas du tout. Et bon, donc elle m'a parlé de ce projet et elle m'en a parlé dans les grandes lignes. Alors que c'était quelqu'un, effectivement, qui avait décidé de prendre sa vie, si je peux dire, à la fin, faire ce qu'elle voulait faire. Et tout ce qu'elle m'avait dit, entre-temps, en me l'expliquant, je le prenais et je me disais, c'est bien, c'est vrai. Donc, j'ai dit oui tout de suite. J'attendais qu'elle me dise, c'est vous qui faites le film. C'est une manière aussi, Marthe, de participer à ce débat de fin de vie, pour vous? Oui, bien sûr. Moi, quand j'ai eu terminé de lire le scénario, je me suis dit, je voudrais partir comme cette dame. Choisir votre date? Oui. La date, je ne sais pas exactement, mais je voudrais partir comme ça, sans qu'il y ait une déchéance corporelle, sans qu'il y ait des souffrances exagérées dans un hôpital ou chez soi. Voilà. Choisir sa mort, en définitive, son départ, et être en bonne santé quand on part. Exactement, voilà, partir en bonne santé. C'est vrai que sans ce film, même avant, je disais, quand on me disait, oh ben dis donc, hein, ça y est, avec des camarades, ça y est, on commence à attraper les années qui passent et qui passent. Je dis, mais moi, je voudrais mourir en bonne santé. Voilà. Est-ce que vous-même, ça vous a ramené à votre propre mort de jouer ce personnage? Non, non, pas du tout. Pas du tout. À partir du moment où j'ai commencé à travailler pour ce film, je suis rentrée complètement dans le personnage, ou peut-être que le personnage est rentré en moi. Oui. Oui. Quelle fut la scène la plus difficile? Il y a des scènes très délicates, la plus difficile à tourner, à appréhender. Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu parce que on était vraiment très bien entourés. Par exemple, avec Sandrine Bonner, on était une seule et même personne. Même au départ, quand la fille n'accepte pas tout de suite, bien sûr, d'apprendre que sa mère veut partir, il y a une espèce d'osmose. Et c'est drôle parce qu'on n'a jamais répété les scènes toutes les deux. On savait notre texte, et on n'a jamais éprouvé le besoin de se le dire comme on fait dans d'autres films ou quoi. Pas du tout. Parce que
on ressentait les mêmes choses. C'est difficile à faire comprendre ou à expliquer. Mais par exemple, on commençait une scène, dans le regard de l'autre, on savait ce que la personne pensait. Vraiment, c'était l'osmose totale. Irène? Ce qui est très important dans cette démarche, c'est le mot de dignité, en effet. Et en fait, notre mort nous appartient. Non, moi je sais que... Je dis une chose, je dis qu'après tout, la seule chose qui nous appartienne totalement, qu'on vienne de naître ou quand on s'en va, c'est notre corps. Donc on devrait pouvoir disposer de notre corps. Comme on choisit la naissance aujourd'hui des enfants, on doit choisir aussi son Pareil. départ. IVG, IVV, comme on dit. Oui, oui. Interruption volontaire de la vie. Exactement. Alors on dit, enfin, moi c'est ce que je dis. On fait par exemple un testament parce qu'on laisse des choses aux enfants, aux petits-enfants, etc. Et pourquoi je ne ferais pas un testament pour dire laissez-moi tranquille, je m'en vais quand je veux? C'est ça. Par contre, ce que moi je trouve très, très intéressant et joli dans le film, c'est que donc c'est un sujet bien sûr qui est grave, qui est quand même, disons, un peu dramatique, mais en même temps, c'est un... On n'est pas triste. On n'est pas triste parce que tout le long du film, tous les jours, on voit des choses, on rit, la fille, elle rit avec sa mère, la vie continue. Avec son petit-fils aussi. Voilà, la vie continue, exactement. Et par exemple, le petit, quand il apprend ça et qu'il dit, du reste dans la bande-annonce, à sa mère, mais enfin, laissez-la tranquille, laissez-la faire ce qu'elle veut. C'est toujours été une femme libre. Et là, il a 17 ans, le gamin. Et 2 mois après, quand il voit que sa grand-mère, ça y est, s'en va, moi, j'ai reçu ça comme ça. Et pour moi, ça a été... Il est devenu un homme à ce moment-là. Alors que c'était 2 mois après. La mort est la preuve de la vie, comme disent Voilà. les gens de l'Inde. C'est un hymne à la vie. Tout à fait. Est-ce que vous auriez condamné l'une et l'autre, le docteur Bonnemaison, qui a été acquitté en première instance et qui vient d'être condamné à 2 ans avec sursis? Puis il y a aussi ce monsieur Jean Mercier qui a aidé sa femme aussi à mourir et qui a été aussi condamné à 1 an de prison avec sursis. Il y en a 2 qui sont partis très bien, c'est les deux de l'hôtel Lutetia. De l'hôtel Laetitia, de Oui. l'hôtel Lutetia, Oui. exactement. Là, on ne pouvait rien leur dire puisqu'ils sont partis ensemble. Ils ont loué une chambre. Une chambre. Et La on main les- dans la main, ils sont partis. C'est merveilleux. Oui, moi, j'ai été frappée par cette histoire. C'est une histoire exemplaire. Et romanesque, d'ailleurs. Et Oh. romanesque, C'est un et roman d'amour, ça. et très courageuse, parce que le moment du grand saut, être unis à ce point dans ce départ, c'est l'ultime lien d'amour aussi. Bien sûr. Mais ici, on n'en parle pas parce que c'est tabou, c'est un sujet tabou. Pourquoi? Alors que dans d'autres pays, c'est tout à fait... Pardon, dans le film, l'Africaine, elle explique bien qu'il y a 2 trucs différents. Les Européens agissent d'une façon, et là-bas, chez eux, les morts ne sont pas morts, ils sont partout. Oui, mais c'est la vérité. Une autre philosophie. Ils Et vivent oui. en nous tant que leur mémoire est là et qui nous inspire. Mais il est vrai, au demeurant, que pour les proches, c'est difficile d'attendre lors d'un repas, puisque dans le film, c'est autour d'un repas, ils sont tous ensemble et ils savent que la grand-mère, la mère est en train de se donner la mort. C'est peut-être le passage le plus difficile. Parce que d'entrée, elle prévient tout le monde, les enfants, les petits-enfants et tout ça. Et dire, ce sera tel jour à telle heure, il y a de quoi recevoir sur la tête, parce qu'elle avait déjà prévenu les enfants 30 ans auparavant. Mais 30 ans auparavant, ils étaient très jeunes, les enfants. Ces enfants. Toujours, tu m'intéresses. Donc, oui, mais alors il disait, mais oui, maman, tu as raison, oui, on sera avec toi, etc. Elle radote. Et 30 ans après, ils ont pris sur la tête... Et son enseignement est fabuleux parce que elle explique aussi quelque chose de fondamental qu'on sait souvent dans les sociétés africaines ou en Orient, c'est que la mort n'est pas une fin, c'est un chemin. Et c'est un chemin pour ceux qui meurent, mais c'est un chemin pour les vivants. Pour les autres aussi. Et il y a un effet rétroactif de la mort qui nous remplit de vie. Il s'agit toujours que de se réconcilier
avec le fait aussi qu'on n'est que transhistoire, qu'on n'est qu'un chaînon dans un long collier. Marthe, ça vous a rendue plus forte? Oui, oui. Face Ça à votre- m'a confortée dans ce que moi je pensais en tant que femme, c'est tout. Ça m'a confortée, absolument. C'est Et un- du reste, je vais tout de suite aller, pas tout de suite parce que j'ai encore beaucoup de travail, mais je vais aller me faire inscrire dans le MDVD, absolument, oui. Quant à la démarche des directives anticipées, elle est très simple à faire. Et moi, je l'ai faite, c'est un papier, je l'ai Voilà. dans mon porte-monnaie et j'étais contente de l'avoir fait. Je me suis sentie soulagée. La dernière leçon, c'est à partir de mercredi au cinéma. Un grand merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Et bravo. Merci. Je vous entraîne aux dos ados, Irène. Aux On y deux va ados, mon Dieu, là j'ai peur. Avec vous, Irène Frein, dos ados et des réponses du tac au tac. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme le temps d'une journée? Eh bien, je serais très aimable et respectueux des femmes. Si votre maison venait à brûler, qu'est-ce que vous en conserveriez? J'en conserverais l'âme. Le travail que vous n'auriez jamais pu exercer? Faire le ménage, j'en suis totalement incapable. La critique qui vous a le plus blessé? Peut-être de dire que je n'avais pas écrit mes livres moi-même. C'est arrivé. L'homme politique ou la femme politique le plus utile? Celui qui oublie qu'il est un homme politique et qui se met vraiment au service de ses concitoyens. Si vous publiez vos mémoires, quel en serait le titre? Mémoire d'une femme gay. Est-ce que vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un? Oh là là! Alors là, oui, vraiment. Oui, des quantités de fois. Mais je suis une bonne fille, alors je ne fais pas de la magie pour que ça arrive. Mais ils meurent assez bien, certains. Dans la peau de qui aimeriez-vous être le temps d'une journée? Peut-être dans la peau d'un chat. Le chat qui s'en va tout seul et qui voit tout et qui se glisse et qui connaît le secret des humains. La question à ne jamais poser à un écrivain ou une écrivaine. Quel est votre prochain livre? Si vous deviez revivre un jour de votre vie, quel serait-il? Le jour où je suis arrivée dans l'île de Tromelin, 1 km² en plein océan Indien, et où l'avion est parti, où je me suis dit, et si c'est la guerre, ils ne reviennent pas nous chercher, et on sera oubliés pendant 13 ans comme les esclaves oubliés sur l'île de Tromelin. Si une boule de cristal pouvait vous révéler votre futur, quelle est la première chose que vous aimeriez savoir? Le moment où la boule de cristal va exploser avant que je ne quitte cette terre. Il y a Emmanuel Donzella, qui est parfois un peu extravagant lui-même, qui nous attend et qui vous attend surtout. À quelle sauce vais-je être mangée? Ouh, c'est un ogre. Bonjour Emmanuel. Bonjour Catherine. Bonjour Irène. Je ne vais pas vous demander de mettre une tasse sur la tête. Venez, asseyez-vous à côté de moi. Vous allez bien? Je vais très bien. Oui. Alors vous savez ce que j'ai fait pour vous? Oui, non, Non, vous ne je savez sais pas. Hein, vous ne savez pas. En fait, je me suis dit, voilà, je vais vous aider un petit peu sur la promotion du livre, de votre livre. Je vous ai écrit des messages publicitaires. Alors on y va, oui. On alors y va. là, Donc oui. je vais vous en faire certains, enfin quelques-uns, et puis vous en choisirez certains. Donc Marie Curie prend un amant. Hein. Oui. On parle Voilà. bien de Marie Curie prend un amant. D'accord, oui. On y va. Alors je vous en fais un premier, comme ça vous allez comprendre. OK? C'est parti. À 2 pas du musée Éric Tabarly, c'est là où vous habitez, hein, je crois. Vendredi soir, soirée exceptionnelle au Havana Club, soirée fidèle, avec la participation phénoménale de Irène Frein qui viendra nous parler de son tout nouveau roman, L'amante de la Curie. Une histoire caliente, au Havana Club à partir de 22h, entrée gratuite pour les filles. Caliente. Et pour les enfants. Alors, on a pour les enfants aussi. On y va pour les enfants? Allez, c'est parti. Plonge dans la toute nouvelle histoire d'Irène Frein et rejoins-nous avec tes amis à travers les aventures de Marie Curie. Marie Curie prend un amant, participe au grand jeu concours pour gagner plein de cadeaux. Écoute bien la question. Qui prend un amant? Tu connais la réponse? Alors connecte-toi vite sur irenefrein.com et tente de gagner un coffret radiation. Les pauvres gamins. Ah, on a les ados, hein, Catherine, il ne faut pas les oublier quand même. On y va sur les ados, message ados? Oui. Allez, c'est parti, musique.
Tu kiffes la lecture? T'es en mode spirit? Alors procure-toi une version piratée du nouveau roman d'Irène Frein. Marie Curie prend un amant. 368 pages de kiff total. De l'oxygène pour tes neurones. Le sex friend de Marie Curie. Le new roman d'Irène Frein. Just read it. Bon, et le livre, on peut le trouver dans un supermarché, un hypermarché? partout, Oui, bien j'imagine. sûr. Alors Oui, justement, oui. on a pensé à la grande distribution. On va faire un message grande distribution, d'accord? Alors, Ça donne quoi? ça donne ça. Philippe, tu es rentré. Est-ce que tu as acheté de la purée et du jambon pour ce soir? Non chérie, mais en allant faire les courses, je suis tombé sur une promo pas piquée des verres. Ah, qu'est-ce qu'on mange alors? Le tout nouveau roman d'Irène Frein, Marie Curie prend un amant. Il est en promo, du coup j'en ai pris 4. Super, bon, ben, ce soir, ce sera Curie pour toute la famille. Marie Curie prend un amant, produit et magasin participant sur irenefrein.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Ben voilà. Quel est celui que vous préférez? Moi, j'aime bien les jeunes. Les Ah, jeunes Ah oui, qui kiffe Marie Curie. Oui, mais elle était assez drôle. Moi, j'ai trouvé un film où on la voit vraiment se gondoler avec Einstein. Donc, quand on voit ce bout de film, eh ben, on la kiffe, Marie Curie. Je crois qu'elle était très, on dit kiffante, c'est ça? Elle était très kiffante. Oui. Bah, On je peut dire suppose. ça, Enfin, ouais. je ne Merci, maîtrise pas Manuel. tout à fait le langage jeune. Je suis en stage d'initiation, seulement. Ok, premier alors je vous niveau. laisse les textes, on se voit demain en studio, on enregistrera Non. le... D'accord hein? Bon, je récupère. Moi, je pense que ça va encore booster hein, les ventes. hein. Je crois, Non, je crois. vraiment. Bah, c'est fait pour, hein. Moi j'ai Bah, fait ça vous pour ça. prenez y a un pas- pourcentage, hein, Bien sûr, Emmanuel, évidemment. comme Bon, je sais d'habitude. pas Bon, bien, on dimanche. négocie quand même. Merci beaucoup, Emmanuel. Plein de fantaisie, lui aussi, hein, et plein d'imagination. Marie Curie prend un amant, c'est aux éditions du Seuil, vous ne le saviez pas. hein. Bon, je voudrais aussi saluer Patricia Dubien, qui exposait sur le plateau de Thé ou Café ce matin et qui expose jusqu'au 21 novembre à la galerie Jacques Lévy, rue Charlot à Paris dans le 3e. Son œuvre, à Patricia Dubien, c'est une déclinaison sur le thème de l'infini. Je voudrais vous faire 2 cadeaux. Alors, tout d'abord, je sais qu'en tant que Bretonne, Ah, Alan. nous sommes 2. Alan C'est le Stivell. nouvel album d'Alan Stivell. Alors ça, je vous l'offre. Je l'aurais bien Merci gardé, mais beaucoup. tant pis, je vous l'offre. Et puis, comme vous êtes une croqueuse de chocolat, Souvenirs gourmands, c'est aux éditions Grund, La pâtisserie des rêves, Philippe Conticini et Pascal Fray. C'est les témoignages et beaucoup, beaucoup de recettes. Alors là, franchement, vous allez Alors, vous régaler. ça va remplir mes casseroles. Ah oui, Quel celle qu'on a bonheur. vue tout à l'heure Et dans je- le reportage. Et je ne savais pas que Pascal Fray était plus gourmande encore que moi. J'en suis absolument ravie. Je suis ravie d'avoir la gourmandise en partage avec elle. Voilà, c'était cadeau pour vous, cadeau aussi pour nous de vous avoir eu sur ce plateau de Thé ou Café. La semaine prochaine, c'est Abdel Malik qui sera avec nous samedi à partir de 10h. Et puis le lendemain, dimanche, nous serons en compagnie de Jean-Hugues Anglade, le comédien. Portez-vous bien, l'émission elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir aussi sur plage.fr et puis sur notre site France 2, évidemment, Thé ou Café. Merci à vous. Passez une très très bonne semaine et puis à quand le prochain? C'est la question qu'il ne faut pas poser. Je vais me reposer d'abord. D'accord. Je vais Elle va regarder partir la en voyage, vie. je sens ça, elle va partir Je vais en voyage. regarder la vie. D'accord. Et puis je vais me laisser porter par une rencontre, une histoire, au gré des vents, au gré du la gré vie. de la vie. Au revoir. À bientôt. la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci.